Bienvenue, voici Girls Power, le podcast autour des femmes et des féminismes. Ici, on discute avec des autrices de leurs livres, de leurs expériences et leurs réflexions autour de l'histoire des femmes, l'évolution des féminismes, l'écoféminisme ou les sorcières. Les maîtres mots sont la bienveillance, l'écoute et le partage. Je m'appelle Marie, je suis libraire et à l'origine Girls Power est un cycle de soirées ayant lieu dans la librairie où je travaille. Vous vous apprêtez à écouter l'enregistrement de l'un de ces moments. Bienvenue dans le monde de Girls Power. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au comptoir des mots pour cette soirée avec Chloé Delhomme et Lorraine Bastide. Bienvenue à vous deux. Je suis ravie que vous soyez là pour ce 35e événement de Girls Power, le cycle autour des femmes et des féminismes. Chloé, vous avez écrit entre autres scénarios, théâtre, essais, chansons et les romans Les sorcières de la République et Le cœur synthétique, l'essai Mes bien chères sœurs et en avril dernier un livre collectif que vous avez dirigé qui s'appelle Sororité, qui est publié par les éditions Point, auquel toi justement Lorraine tu as participé en écrivant un texte tout en dirigeant le nouveau tome des entretiens de la poudre que j'ai juste là, en écrivant une postface à Scum Manifesto et à Virginia Woolf aussi, c'était rien que cette année, tout en continuant à enregistrer les interviews de la poudre au carreau du temple. Bref, vos œuvres se croisent et se répondent. À vous deux, vous êtes des autrices d'une sélection de lectures fichtrement féministe, donc hautement recommandable. Tout le monde comprend donc pourquoi j'avais envie de discuter ce soir avec vous deux. Ce qu'on va faire non seulement de suite, mais on va pas faire que ça, parce que ce soir, sachez que c'est une soirée un peu particulière pour Girls Power, car après, on aura une lecture de texte par Chloé et Lorraine elles-mêmes, donc ça va être un peu, notamment de textes inédits. Mais on verra ça après. T'as fait de l'inédit aussi. C'est toi l'inédit. Comme ça, je vais vous prendre comme cobaye. Je vais tester le début du prochain roman. Ah, génial! Je suis trop excitée. Avant toute chose, je voulais vous demander, avant de commencer à parler des textes, comment vous allez toutes les deux. Parce que je trouve que c'est un moment qui est très particulier, à la fois pour vos vies, parce que j'ai l'impression que vous enchaînez et vous faites plein d'événements autour de vos livres respectifs, à la fois pour tout un contexte un peu plus global en termes de société. Donc je voulais commencer par ça, par prendre le temps de se poser un peu pour voir l'humeur du jour de Raphaël Ricci à la Starac, en fait. Les soleils, nuages ou pluie? Alors, Lorraine, tu veux commencer? Non, je te laisse. Moi, je suis au bord du burn-out. Que les choses soient très claires. Il est possible que je m'évanouisse. Non, je suis dans l'obligation d'avouer que je fais du hors-sol absolu parce que je me suis mise au scénario et j'ai écrit un film sur un couple de geeks qui rencontre en jouant à une sorte de World of Warcraft une vampire avec laquelle ils vont faire trouble. C'est une comédie. Et donc voilà. Et j'ai achevé avant des zombies qui récupèrent leur cerveau mais se décomposent avec des scènes sexuelles tout à fait drôlatiques. Et donc du coup, plus tout le reste, voilà, je suis pas du tout en prise avec le réel depuis des mois en vérité. Hein. J'aurais adoré faire. Je suis excessivement concernée et politisée en ce moment. Ça aurait été un peu plus sain. Mais le fait est que là, je suis dans Word. Voilà, ma vie se passe dans Word. Donc c'est voilà, très très intéressant. Et ben tu n'y coupes plus. Si, je t'écoutais. Non, tu n'y coupes plus. Ah, moi, j'écoute pas. Non, mais alors du coup, en plus, comme t'as été super cash, non, mais moi, je viens de passer 3-4 jours à me faire cyberharceler par les fachos sur Twitter, donc je suis pas au top de ma forme. Même si tout ceci est arrivé sur une couche de très grande forme. Ce qui fait qu'en fait, au final, je suis sur une espèce de stade médian classique. Non mais c'est vrai, ça pourrait être vraiment pire comment je me sens. Je suis très contente d'avoir pu reprendre les rencontres. Je suis allée à Lyon, je suis allée à Strasbourg, je suis allée à Tours. J'ai vu plein de gens, c'était vraiment génial. D'ailleurs, ça trop bien de vous voir quoi. Non mais c'est vraiment agréable. Je crois qu'on s'était pas rendu compte à quel point ça manquait les rencontres physiques. On a pu reprendre les rencontres au carreau du temple. On a fait les 2 dernières sur scène avec Wendy Delorme.
merveilleux. Ah, non, mais comment... Il faut que vous repartiez avec Viendra le temps du feu. Ouais, complètement. Il y a des Alexandra. Complètement. D'ailleurs, elle t'a cité dans l'épisode que t'as pas eu le temps d'écouter parce que t'es dans Word. Mais elle m'a envoyé, j'ai écouté l'épisode. Ah, ok, merci. En tout cas, elle t'a cité, elle t'a crédité à 2 reprises, notamment pour ces Alexandrins, cette art de l'Alexandrin caché. Et aussi Clovis Maillet, qui est un historien médiéviste passionnant, qui est dans le prochain épisode. Et voilà. Et donc ça va. Et bientôt, je vais, par contre, me recouper parce que je dois écrire la suite de Présente cet été. Et j'ai 2 mois pour le faire. J'ai pas commencé. Et pas mon éditeur qui est là. Non, on n'entend pas. Ils aiment pas ça quand ils découvrent qu'on leur ment depuis 6 mois. Voilà, le bilan. Je voudrais commencer à parler de sororité. Donc c'est cet ouvrage qui est un ouvrage collectif qui rassemble entre autres vous et en tout 14 femmes et tout autant presque de styles et de formes différentes, ce qui donne une vraie richesse à ce livre. Je me demandais comment ça s'était passé donc je m'adresse à toi Chloé au début, comment ça s'est passé parce que c'est toi qui diriges ce collectif. Alors c'est Gabriella Larin, sous vos applaudissements, qui est dans cette salle. Non, je déconne, la pauvre. C'est Gabriella qui dirige la collection, qui m'a proposé de faire ça. Donc nous avons fait le casting ensemble. Casting qui je sais pas si si on peut dire casting, j'y vois pas l'autre mot, qui devait être représentatif de quelque chose d'extrêmement inclusif. Donc on l'a fait à 2. Les noms les plurilittéraires viennent de moi évidemment et les personnes qui sont plus essayistes, pointues, je lis pas d'essais. Voilà, donc du coup on l'a fait à 2 et après pour la gestion, moi je viens des revues. J'ai commencé en revue il y a genre 25 ans. Donc je suis hyper attachée à l'expérimentation formelle. Donc en fait, on est d'accord, je ne mens pas. Je leur ai proposé de faire la forme la plus libre possible, voire d'expérimenter. C'était le cas par exemple pour Estelle Sarabul, c'est un dialogue, elle en avait jamais fait. Je crois que Rebecca a un peu poussé le truc. Les chanteuses Jeanne Chéral et Juliette Armanet ont fait, du coup, Jeanne m'a fait un poème en alexandrin absolument adorable et Juliette en a profité pour faire une forme poème alors qu'elle fait que des formes chansons. Ovidie, c'est un petit récit autour d'une analyse de la chanson à cause des garçons. Enfin, on a plein. Ce que je voulais vraiment, c'était que quand on allait récupérer les textes pour faire la trame, la compo de l'ouvrage, on est vraiment pas ce côté qui peut être super chiant dans les collectifs, de trucs répétitifs au niveau formel où on a une info, enfin le contenu qui change, mais où on a l'impression qu'on est sur une autoroute. Moi, je voulais vraiment que ce soit une sorte de sororal party, de voyage, petite contrée éclatée, et du coup, bon après c'est vrai que c'est pour l'assemblage. J'ai laissé faire Gabriella et parce que c'est super galère en fait et puis ça je sais plus, on a dû bouger un petit truc ou deux et puis voilà, c'était pour que ça se répondait assez spontanément on avait il y en a qui sont sur les 14, c'est beaucoup. Bon, ce qui était certain, c'est qu'il fallait finir par le texte d'Alice Coffin parce que Alice on est allé la chercher évidemment. Et Alice, en fait, est allée enquêter, elle est allée rencontrer les femmes politiques qui l'ont bâchée, pour comprendre. Je trouve qu'elle a quand même, dans la série J'ai des ovaires, elle se pose un peu là. C'est clair. Donc elle s'est fait la totale. Et du coup, on a aussi un travail d'enquête journalistique dans l'ouvrage. Donc passer de l'Alexandra à l'enquête journalistique, c'est plutôt cool. Et dès le début, du coup, le thème de la sororité. Oui, Gabriella me cherchait en me disant on se fait la sororité. Sur le titre, c'est finalement c'est mieux. On a essayé des trucs qui sonnaient un peu trop poétiques, genre la puissance de je sais plus quoi, ou je sais plus ce qu'on a essayé, ça ne marchait pas. Et en fait, je sais pas combien de temps de travail c'était, Gabriella, entre le moment où t'es venue me chercher. 8 mois. Ouais, ça, ouais.
Ouais, ce qui est normal pour un collectif en fait, je pense, hein, avec autant de contributrices. On a eu peut-être, je cherche mes mots parce que je cherche le nom. Je voulais Véronique. En fait, on a eu quasiment toutes celles qu'on voulait. Mon regret, c'est Véronique Ovaldé qui n'avait pas le temps parce que Véronique m'aurait fait une fiction avec du réalisme magique. Et la seule chose que j'ai pas dans le recueil, c'est vraiment la fiction qui part de nulle part. On a le texte littéraire de Lydie Salver qui est plus quelque chose, un geste poétique qu'une fiction. Voilà. Mais sinon, à part l'aspect nouvelle au sens du genre nouvelle. Donc les noms, il fallait Lorraine, c'était évident, il fallait Alice. Moi, je pouvais pas faire sans Lola Lafont. Enfin voilà. Et puis après, ça a été aussi des personnes que j'avais un petit peu envie de visibiliser. Ça a pas de sens parce que en fait l'ouvrage marche très bien, mais moi. Quand elles m'ont dit le tirage sur le coup, je leur ai dit que c'était suicidaire, donc bon, je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Mais Rebecca Chagnon, par exemple, n'est pas connue du grand public. C'est une metteuse en scène et une performeuse assez hors pair. Je savais qu'elle avait des trucs à dire et qu'elle a une langue très particulière. Donc voilà, j'étais attachée à ça aussi. Enfin, c'était un peu de tout, quoi. On avait des locomotives qui s'imposaient pour des raisons évidentes de thématique, Lorraine, Alice, mais je voulais aussi en profiter pour voilà que le partage des privilèges. Donc voilà. Et toi, Lorraine, comment ça s'est passé cette collaboration? Est-ce que de suite t'as su un peu ce que t'allais écrire? Non, j'ai galéré, je me suis pris la tête énormément pour savoir ce que je voulais dire en fait. Sur ce texte. Enfin, après, j'ai pas du tout hésité à accepter parce que c'était un super honneur. Enfin, je me suis liquéfiée quand j'ai reçu le mail de Chloé Delhomme qui me proposait de participer à un ouvrage collectif de cette direction. Je suis oh mon Dieu, ça y est, je suis arrivée. Connaissance. La prochaine fois, c'est Gallimard. La blanche. Non, j'étais vraiment hyper fière et puis j'ai trouvé que le projet avait énormément de sens, surtout avec cette liste très variée, aussi bien dans les profils, les identités que dans les styles d'écriture, voilà, que vient de décrire Chloé. Après, pour savoir ce que j'avais vraiment envie de dire, dans le fond, je me rappelle plus. En fait, je me rappelle que je vivais un calvaire parce que je devais rendre en même temps la postface de Scum Manifesto et le sororité. Une responsabilité énorme. C'est pression de fou. Pression de fou. Ça fait peut-être dans l'année le projet qui t'a le plus pressurisé. Le Scum. Ouais. Écoute, oui. Je me suis mis une petite pression aussi, mais bon, je me mettais aussi une pression sur ce livre parce que j'avais aussi un sentiment d'historicité du moment. Oui, enfin, tu vois qu'on était en train de cristalliser aussi un truc qu'on était en train de vivre collectivement et tout. Donc non, c'était une double pression que je me suis bien infligée au creux de l'hiver dans un moment qui était pas très facile sur le plan personnel. J'ai bien nagé dedans. Mais en plus, ce qui était drôle, c'est que je me documentais sur Valérie Solanas, je relisais le Scum dans tous les sens, j'écoutais des podcasts sur le Scum. Et qui est la plus grande experte du Scum Manifesto en France? Chloé Delhomme. C'était ma tata morte. Voilà, c'est sa tata morte. Et et du coup, j'écoutais des podcasts sur Valérie et je retombais sur la voix de Chloé qui parlait de trucs sur le fait de faire sœur et de tuer des hommes qui avaient trop de sens. Et du coup, j'écrivais un espèce de texte qui était un mélange des deux. Non, ça va là, ça va là, je ne sais plus quoi faire. Et en fait, c'était assez riche comme expérience. Mais chouette, et au final je sais pas, je suis contente de mon texte parce que Paul Preciado il m'a dit qu'il était super. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, mais c'était intéressant de surtout pas je voulais pas rendre la sororité comme un truc facile, évident, sucré, parce que ça l'est pas. Je voulais pas non plus dire vas-y on lâche l'affaire, maintenant on dit adelphité, sororité ça pue, parce que non plus. Donc j'essayais de faire un truc un peu je sais pas, j'imagine que j'ai fait thèse antithèse synthèse en fait en croyant ma ligne, quoi. Non, mais c'est vrai que c'était important que ce soit, Gabriella, c'était son souhait tout de suite, c'est que ce soit une boîte à outils aussi. Donc c'est vrai que dans le profil des filles, il y avait la stylistique, c'est toujours le premier truc auquel je pense, d'accord, mais il y avait aussi
même si on les connaissait pas personnellement, les bios sont accessibles de nos jours, donc on se doutait qu'il y allait avoir des angles, des façons d'aborder et de traiter le sujet qui effectivement va pas de soi du tout. Donc voilà. Et concrètement, ça ressemble à quoi dans la vraie vie, dans le quotidien, la sororité? Bah, c'est souvent des anacondas qu'il faut avaler avec le sourire, parce que sinon... Mais ça va être l'objet du texte oui, ça va être l'objet du texte de tout à l'heure. Sauf que comme c'est un roman, les personnages sont... Le curseur est dans la noirceur la plus absolue. Je n'ai pas exactement la position de mes personnages. Mais cette difficulté de négociation entre les valeurs individuelles et la volonté collective, c'est parfois compliqué. Après, la sororité dans le quotidien, je pense que c'est plus des histoires d'alliance, de choses qui se passent de façon tacite, sur un regard, sur garder le chien, sur... c'est dans un espace. Je pense que bon, les soirées ont officiellement repris maintenant, donc on peut se rappeler ce que c'était que la vie sociale. C'est un coup de remarque un peu, oui, un badaboum quoi, un truc un peu déplacé, un peu si on est attentive, moi j'ai quand même l'impression que par rapport à, enfin depuis les 3-4 dernières années, on a une réaction collective, même si le collectif implique 2 filles seulement ou 3. Il y a de la sororité parce que c'est appeler un chat un chat quoi, qui se met en place en combativité, en réaction. Et après, je pense que évidemment, moi, je suis très privilégiée parce que j'ai pas de vie d'entreprise. Je vais pas dans un bureau où je suis avec une machine à café et un N+1 qui me reluque le cul, donc c'est plus facile. Mais j'ai la sensation, pour avoir pas mal de copines qui travaillent dans la vie normale, que entre elles au bureau aussi, les petits N+1 mal placés, ça passe moins parce que du coup, il y en a une qui fait la remarque et les autres se dressent parce qu'on n'ose plus, on se sent allié, quoi. Après, je dis pas que c'est fastoche et que vous croisez pas 40 schtroumpfettes par jour non plus. Je veux dire, c'est dur, bien sûr. Mais si on fait le premier pas, oui, bon, moi, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir le point de regard qui se barre parce que voilà, enfin, je me prends des vents, hein, c'est le même principe qu'avec les mecs passés 45 ans. Mais, il faut le tenter parce que je pense que on a besoin de bélier, c'est-à-dire qu'on a un patriarcat qui est bien installé au niveau des fondations, bien installé au niveau des médias, donc la caisse de résonance extérieure, voilà. On est d'accord, l'iceberg il est quand même super en place. On a des gestes, en fait c'est comme si les mœurs bougeaient, mais que le système et tout ce qui est lié en fait aux institutions. Ouais, c'est il y a un durcissement masculiniste n'est pas le terme, disons genré. J'entends par là les CDN par exemple. C'est quand même assez incroyable que les CDN, les centres dramatiques nationaux, ont été attribués il y a quelques mois, il y a peut-être même 6 mois maintenant avec le Covid, je sais plus. Il n'y a pas eu une femme, voilà. Actuellement, tous les nouveaux postes ont été donnés qu'à des hommes. Par exemple. Alors ça, je sais pas parce que moi j'ai vu les copines du théâtre tomber dans les pommes, donc j'ai retenu cette info qui, je sais, n'est pas frelatée, mais voilà, c'est des trucs comme ça, quoi. C'est un peu comme les questions de décolonisation aussi, où on a l'impression que ça se passe bien, et puis bon, moi j'ai des copines dans l'art contemporain où en fait elles sont très typées, elles bossent sur ce problème-là depuis 20 ans, et il a été dit dans une commission, non, on va pas la prendre, ça fait trop d'islamo-gauchiste. Voilà, venant d'une personne qui travaille à la DRAC. Donc je pense que tout ça est très représentatif. Le système est toujours et se durcit. Voilà, le problème il va être là dans le gap, c'est que institutionnellement ça se verrouille, ça se crispe. Les boomers, je vais pas vous faire un dessin, vous êtes dans la vraie vie. Et pendant ce temps-là, les mœurs bougent beaucoup. Mais la sororité, je pense, la possibilité de devenir comme si ceci est la phallocratie, nous sommes un cercle autour,
Et ben, logiquement, un lasso sur une bite, ça la fait sauter, quoi. En gros. Enfin, c'est ma théorie. On fait ce qu'on peut. Je sais pas qu'est-ce que je peux ajouter à cette métaphore. C'est vrai que tout est enregistré, j'avais complètement oublié. Écoute, non, mais enfin, j'ai envie de rebondir surtout sur ce que vient de dire Chloé sur cette ambiance de backlash, parce que je trouve qu'on la ressent très 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 fort en fait en ce moment. J'ai l'impression qu'on a poussé, que justement il y a quelque chose de l'ordre de la sororité qui s'est activé de façon très très naturelle, très spontanée. On est plusieurs écrivaines, autrices, journalistes, podcasteuses, musiciennes, politiciennes, militantes, féministes, à avoir vraiment poussé assez fort ces dernières années, avec des femmes comme Chloé qui avait commencé un peu avant nous et qui nous a tout de suite tenu la main, tendu la main. C'était sur la sororité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on s'est toutes tirées entre nous. Enfin, tu vois, t'es dans mon bouquin, je suis dans ton bouquin. Je trouve que c'est pas un hasard et qu'on s'est vraiment donné beaucoup d'écho, beaucoup de coups de main, et que du coup, ça a fait vendre beaucoup de livres féministes. Enfin, je pense que t'es là pour en témoigner. Ça a fait écouter beaucoup de podcasts féministes. Ça a fait éclore, en fait, beaucoup de pensées féministes dans la tête des femmes très rapidement. Je crois qu'on a fait quelque chose de l'ordre un peu de la toile d'araignée là qui s'est répandue genre en 5 ans. Franchement, quand je vois l'écart entre quand je commençais la poudre, où genre fallait limite que je m'excuse d'employer le mot féminisme et que je mette des pincettes, et qu'aujourd'hui on est là à questionner finalement est-ce que Butler doit tout à Beauvoir ou est-ce que c'est plutôt matérialiste comme approche. Enfin vraiment c'est ça quoi. On a tout, enfin je veux dire on est 90 000 à avoir fait un master de genre là quoi. Donc je pense que ça c'est la sororité qui l'a créé. C'est aussi cet effet que j'avais identifié avec Wendy Delorme au Carreau du Temple, où on s'est trop marré parce qu'il y a une auditrice qui lève la main en disant qu'elle aimerait bien qu'elle aimerait bien écrire et qu'elle se sent pas du tout légitime et qu'elle sait pas comment faire pour se lancer dans l'écriture. Et donc Wendy témoigne que elle, un de ses premiers manuscrits, elle l'avait envoyé à Virginie Despentes, et Virginie Despentes lui avait répondu, avait lu son texte, elle avait recommandé une bonne maison d'édition, et lui avait permis d'être publié. Moi j'étais pétée de rire parce que quand j'ai lancé la poudre, j'ai envoyé un mail à Virginie Despentes qui m'a dit c'est vraiment une super bonne idée, tu devrais le faire. Non. Et en fait on s'est dit mais ça se trouve Virginie Despentes depuis 15 ans en fait elle a lancé genre 800 projets comme ça, on n'est pas au courant. Et je sais que Wendy elle fait beaucoup ça. Elle accompagne des étudiantes dans sa fac, elle aide énormément de collectifs, d'assauts. Même moi, elle m'envoie plein d'amour et de soutien. Enfin, et je pense qu'en fait, on est toutes en train de faire ça. Je suis sûre que vous faites ça en fait tout le temps, même entre vous, quoi. Qu'on a tout appris aussi à se dire putain, en fait, on est un peu dans la merde si on se fait pas la courte échelle, si on se donne pas des coups de pouce, si l'amie avocate vient pas donner un coup de main et la copine psy donner un petit truc. Et enfin, on est toutes là, je trouve, à se donner nos savoir-faire en fait les unes des autres. Et je pense que ça les a fait flipper parce qu'on est arrivé un peu comme une vague quoi, comme une grosse déferlante, et que le problème c'est qu'effectivement ils tiennent les postes de décision quoi. Ouais, ils tiennent les postes de décision. Ils tiennent le dur quoi. Et c'est eux qui ont le pouvoir de faire qu'on sera invité ou non sur le plateau de télé, qu'on va ou non avoir le poste à tel endroit, qu'on va ou non avoir même un bouquin édité. Alors heureusement, il y a plein d'éditrices super dans le monde de l'édition aujourd'hui, mais ça reste en fait encore assez marginal, quoi. Les écrits, non seulement de femmes, mais les écrits féministes, et les écrits aussi qui portent ces questions intersectionnelles qui nous tiennent à cœur, quoi. Et je crois que là-dessus, on est vraiment passé à la vitesse supérieure, en fait. Il y a une organisation qui va chercher jusqu'au gouvernement, enfin les personnes qui crachent le plus fort, le plus loin sur la pensée intersectionnelle, sur la pensée décoloniale, sur les études critiques de la race, c'est quand même Jean-Michel Blanquer quoi, et Frédéric Vidal, qui sont donc nos gouvernants, qui sont en train de remettre en question un pan entier de la recherche universitaire qui existe depuis 30 ans, qui a produit des textes tellement fondamentaux pour comprendre les mécanismes de discrimination raciste et genrée systémique. Et ces gens-là sont en train d'essayer de mettre tout ça à la poubelle en disant il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de genre, on est tous égaux, liberté, égalité, fraternité, fin de l'histoire, tous dans le rang, et on arrête de parler de race s'il vous plaît. Je trouve ça quand même
vraiment délirant. Et toute cette ce discours gouvernemental s'appuie effectivement sur une matrice médiatique où en fait des personnes qui sont en fait vraiment, je pèse mes mots, des fachos, sont invités sur des plateaux de télé, non seulement comme des chroniqueurs ou des penseurs voilà récurrents, mais en plus progressistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes qui sont en train de cyberharceler des féministes, de produire des discours islamophobes à longueur de temps, de glisser que au fond Marine Le Pen serait peut-être moins pire que l'extrême gauche au pouvoir, ils sont invités comme des penseurs de gauche sur les plateaux de télé et sur tous les plateaux de télé. Donc en fait, on en est là. Et ça me fait vraiment flipper. Et si j'en crois aussi mes antennes, j'ai l'impression que tout ceci s'accompagne aussi dans nos vies quotidiennes, dans nos vies personnelles de femmes, d'un petit backlash sur le plan des relations hétérosexuelles. Ah bah oui, mais ça, c'est comme l'augmentation des féminicides ma théorie, moi, c'est qu'elles veulent se barrer alors qu'avant elles se barraient pas. Ouais. C'est tout, c'est que du coup, non, mais ça, on sait qu'on est sur, comme tu disais tout à l'heure, la Delphité, enfin, on est sur une transition. On sait très bien que on est en révolution violette, ça c'est clair. C'est une période historique et on a une fenêtre. Alors moi, j'avais très très peur quand j'ai commencé à bosser sur ces aventures-là autour de 2018. Je m'étais dit 5 ans, si les 5 prochaines années ça prend pas, c'est mort. Et c'est mort, et en plus on va se prendre le backlash et qui va verrouiller, et là il y aura 30 ans dans la gueule, et donc je serai morte et j'assisterai à rien. Et en fait ça a été quand même, enfin en même temps c'est aussi que cette année on s'est pris les rebondissements de MeToo. On s'est repris le MeToo inceste, on s'est repris le MeToo gay. Et ça, je pense que ça resserre des rangs aussi, ça resserre les rangs sur les alliés, ça réinterroge la question de l'hétéropatriarcat par rapport au LGBTQIA chez les garçons aussi, enfin les garçons, les trans, etc. Enfin bon, vous m'excuserez sur le raccourci, mais disons qu'il n'y a pas que les femmes, quoi, et là, je pense que du coup, c'est pour ça qu'effectivement, il faut resserrer les rangs, parce que on peut pas attaquer. Puis c'est compliqué, c'est-à-dire que c'est un peu comme les histoires de politique radicale d'ultra gauche, entre 70 et 2000 par exemple, ou 2010, le fait que l'ennemi avait plus de visage. En 70, c'était facile, je veux dire, on voulait s'en prendre symboliquement et activement, c'est action directe. On va kidnapper le PDG Renault, ça nous paraît grotesque, on peut après considérer qu'effectivement c'est pas bien, mais ça avait du sens et l'ennemi avait un visage. Le problème pendant longtemps, c'est que après il n'en avait plus, et là le problème maintenant pour nous est essayer d'expliquer qu'on en veut à un système et pas à des individus. Et c'est là où il y a une petite difficulté supplémentaire. Enfin, étant identifiée, parce que je l'ai bien cherché aussi comme misandre, je vois bien que ça n'est pas entendu. Il y a le côté... alors en plus, comme je suis hétéra, c'est perçu comme un truc super chelou psychiquement, et c'est pas entendu. C'est genre la corporalité de la personne va me pousser à avoir, voilà. Il y a encore des trucs, et en même temps sur l'éducation des hétéros, moi j'en peux plus, hein, donc ça va être compliqué. Il y a plein de points et je pense que la sororité du coup est peut-être comme cet outil est vraiment. Enfin, c'est tellement rigolo parce que j'avais fait une résidence en 2018 chez Violette & Co, la librairie, qui s'appelait Liberté, Parité, Sororité. Évidemment, ça a duré 10 mois, il y avait des ateliers d'écriture au Palais de la Femme et une réunion mensuelle avec, je sais pas, Cambourakis est venu, Lydie Salverne, des Kuperman, des trucs comme ça. Et il n'y avait pas une séance où j'étais pas obligée de rappeler, peut-être même parfois moi-même, qui reglissait la définition. 2019, j'écris le livre, donc mes bien chères sœurs. Initialement, je veux l'appeler sororisation générale.
Et mon éditeur a vraiment un cerveau. Ça fait 15 ans que je bosse avec lui, c'est le directeur de Fiction et compagnie, Bernard Comment. Il a vraiment un cerveau et c'est pas une grosse pute commerciale parce qu'il y a des maisons d'édition où c'est vraiment flippant. Et il m'a dit sororisation générale, c'est pas possible pour la bonne et simple raison que ce néologisme, le mot sur lequel c'est construit, personne ne voit. Connaît. Et vraiment, j'ai même été surprise de voir à quel point, c'était pas, voilà, et c'est 2019. En 21, il y a des t-shirts chez Monoprix limite, quoi. Donc, toute la question que je me pose en ce moment, en durcissant les curseurs dans le roman, c'est aussi, est-ce que c'est pas un peu flippant, l'emballement, qui peut du coup devenir un effet un peu de mode, dénué de réalité implicative, quoi. Mais enfin, ça me fait hyper plaisir de voir. Je sais pas, j'ai un compte Insta où je pose 3 photos tous les 6 ans. Il y a vraiment beaucoup de hashtags sororité, c'est devenu, voilà. Or, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Tant que le mot n'était pas utilisé, le concept n'était pas actif. Donc ça, c'est super. Et l'autre truc qui me fait hyper plaisir dans le rapport au mot, c'est que maintenant, on dit féminicide. Voilà. On dit plus drame familial. Il était fou d'amour. Avant que j'oublie, je vais justement rebondir sur ce que tu as dit, Lorraine, par rapport au Carreau du Temple, donc le collectif pour l'écriture féminine. C'est créé entre-temps. Donc la création, c'est Minute Simone, c'est Clémence qui est derrière ce compte-là. Et donc elle a créé un collectif donc sur Instagram, ça s'appelle Écrit Simone. Et il y a un Discord qui est lancé. Donc, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller vous joindre si ça vous intéresse. C'est Écrit Simone. Lorraine, la sororité est au cœur de ta démarche avec La Poudre, où tu choisis de donner le micro à des femmes au parcours différent. Ce deuxième tome d'entretien est centré cette fois sur les actrices et les réalisatrices, les femmes de cinéma. En le reparcourant hier, il y a une citation qui m'a interpellée. C'est une phrase de Ouda Benyamina, la réalisatrice de Divine, qui dit « Le cinéma est vraiment un acte politique où tu peux questionner la société dans laquelle tu es ». Est-ce que c'est pour cette dimension politique que ce deuxième tome de La Poudre et que La Poudre s'est particulièrement intéressée au cinéma ? Bah ça s'est fait presque sans faire exprès en fait, parce que ce tome il s'est pensé a posteriori, enfin au fil de mes interviews. Moi je pensais pas que j'allais déjà le transformer en livre un jour, et j'avais pas forcément conscience des corps de métier que je faisais venir dans le podcast. Enfin c'était vraiment, je faisais venir les femmes qui avaient produit des choses qui m'avaient touchée, émue, interpellée. Et voilà, et puis quand on s'est retrouvés à devoir penser au visage que devait avoir le livre de La Poudre, on s'est déjà rendu compte que retranscrire une interview de La Poudre, ça fait énormément de pages. C'est pour ça elles ont quand même pas mal édité, quoi, les interviews. Et si on avait voulu mettre tout dans un seul volume, ça aurait été mais vraiment genre un triple dico, quoi. Donc il a fallu réfléchir à comment les répartir, comment séparer les 3 tomes. Et la seule chose évidente, le seul groupe qui se détachait de façon évidente, c'était ce groupe-là, cinéma. Et c'est pour ça qu'après, un peu par défaut, on a mis les écrivaines et les musiciennes ensemble dans le tome 1. Et si tout va bien, il y aura un tome 3 avec les politiques et militantes. Et donc voilà, et c'est vrai que il y avait suffisamment de personnalités du cinéma, que ce soit des comédiennes, des réalisatrices, des productrices, une chercheuse aussi, Iris Bray, scénariste, pour en faire un volume entier. Et effectivement, je pense que c'est pas du tout un hasard, parce que évidemment le cinéma, comme tout lieu où on produit de la pop culture, où on produit du visuel, du sonore, des choses qui nous nourrissent, forcément c'est hautement politique, mais qu'il me semble aussi que le cinéma a un rôle particulier dans la révolution féministe qu'on vient de vivre. Les moments féministes forts qu'on a trouvés dans le cinéma depuis MeToo sont hyper nombreux. Déjà MeToo, c'est les femmes du cinéma qui l'ont lancé. Ça c'est quand même
hyper intéressant de s'interroger sur le pourquoi. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est parce que c'était celles qui étaient les plus puissantes, qui étaient les plus audibles, celles qui avaient le micro tendu vers elles, et qu'en fait, voilà, il n'y a pas plus de viol dans le milieu du cinéma qu'ailleurs, parce qu'en fait, on viole partout, mais qu'il y avait, voilà, un groupe de femmes qui avaient suffisamment de pouvoir, suffisamment d'argent, suffisamment de stature pour dire c'est bon quoi, on arrête les frais les gars, et lancer ce hashtag qui a eu la répercussion qu'on connaît, parce qu'en fait il suffisait d'une petite pichenette pour qu'on soit des millions à dire bah oui, moi aussi quoi. Et il y a d'autres moments aussi très emblématiques auxquels je pense. On peut pas s'empêcher de penser à la cérémonie des Césars, voilà, avec Adèle Haenel qui se lève et qui se casse, Aïssa Maïga qui met le cinéma français dans son caca tout blanc. C'était intéressant comme métaphore. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit. Bah, il y a évidemment le travail d'Adèle Haenel, de Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu, qui a aussi, je pense, énormément fait avancer les représentations pour les jeunes femmes lesbiennes qui ont trouvé là une respiration extraordinaire. Et voilà, et puis il y a énormément de femmes comme je sais pas moi, Fanny Herrero qui a écrit la série 10%, qui a aussi amené des nouvelles représentations. Enfin voilà, il me semble que le cinéma a effectivement eu un rôle central, et c'est intéressant parce que le livre il va de 2016 à 2020, donc on commence en 2016 avec Rebecca Zlotowski. C'est hyper drôle parce que Rebecca Zlotowski elle est devenue après, alors oui j'ai pas parlé de 50-50 pour 2020, mais qui est ce collectif qui a fait un travail hyper important, là pour le coup un exemple de sororité je trouve magistral. Les meufs se sont dit on va toutes se réunir, on va mettre en commun nos expériences. Elles ont fait quelque chose de parfaitement transversal en mélangeant tous les métiers du cinéma. Il y avait dans le même amphithéâtre, j'étais venue à une de leurs réunions un soir, il y avait des actrices césarisées, et puis des preneuses de son, des monteuses, des productrices, enfin tout était complètement mélangé. Et elles ont toutes dit voilà, moi je vois du sexisme là, moi j'en vis là, moi j'en vis là, moi j'en vis là. Elles ont pris conscience à force de faire des réunions non mixtes, car c'est super intéressant de faire des réunions non mixtes. Jean-Michel Blanquer. Elles ont vu qu'il y avait quelque chose de systémique, c'était pas elles le problème. Et elles sont organisées, elles ont exigé du CNC d'avoir quelque chose de concret, c'est-à-dire une aide d'argent supplémentaire pour que lorsqu'un film présente une fiche technique absolument paritaire, il touche de l'argent en plus. Franchement, le génie des meufs, quoi. Genre, évidemment que les producteurs, ils vont se faire chier à trouver une bonne cadreuse s'ils savent qu'ils vont toucher 1 million de plus, évidemment. Et ça, c'est une très belle victoire qu'elles ont obtenue très rapidement. Et Rebecca a été donc une des têtes de proue de ce collectif qui s'est créé peu de temps après MeToo. Mais quand je l'interviewe en 2016, c'est ma toute première invitée de La Poudre. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont écouté cet épisode, mais c'est vraiment, c'est la préhistoire de La Poudre, quoi. D'ailleurs, c'est le seul qui est complètement monté. J'arrête pas de me planter. Et elle était encore dans un truc. Non, je dirais pas non plus que je suis féministe, parce que oui, mais les quotas, faut se méfier, parce que et en fait, elle avait pas encore franchi le pas. Et il y avait des moments de colère, effectivement, quand elle parlait des jurys assez masculins, quand elle parlait de la façon dont on l'a catégorisée, elle, plus volontiers dans la catégorie genre réalisatrice femme, des choses comme ça. Et voilà, et 1 an plus tard, donc voilà, et puis ça se termine avec l'interview d'Iris Bray, qui donc je l'ai interviewée en avril 2020, donc pendant ce fameux premier confinement. J'adore quand on me dit premier confinement, c'est comme si on est complètement résigné. C'était pendant le 18e confinement, je me rappelle. On était juste après la cérémonie des Césars. Et c'était aussi un moment, je pense, très particulier pour les féministes, parce que je crois qu'on a toutes vibré très très fort à cette cérémonie, qui était une espèce de matérialisation du backlash aussi. Je pense qu'on était toutes là à vraiment penser que Polanski n'aurait jamais ce César, il n'allait pas nous faire cet affront. C'était trop clair, on l'avait dit trop clairement, c'était évident. Je pense que Céline Sciamma et Adèle Haenel, elles sont allées au César genre limite détendues, limite en se disant ils peuvent pas rien nous donner. On a littéralement genre tout fait péter. Il y a 800 meufs devant qui avec des pancartes avec nos noms dessus. Eh ben si, ils l'ont fait. Et je crois qu'on a toutes vécu collectivement ce sans déconner quoi, ils l'ont fait. Et juste après il y avait le 8 mars. Et je me rappelle, on était vraiment nombreuses dans les rues. C'était une espèce de manifestation sublime. Ah, petit frisson sur le bras quand j'y repense. Et puis boum,
confinement, 4 jours plus tard, c'était fini. Avant même le confinement, une de Libé, le 8 mars. La une de Libé qui était, ouais. Lettre du violeur ouin. Ouais, putain, c'est vrai qu'elle faisait mal, ça. Libé. Ouais. Merveille du monde. Mais c'était cette année, c'était suite cette année où ils nous ont fait le violeur ouin. Ah, c'était suite cette année, Mais non, mais il y a une année blanche, du coup, on bug. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était... Non, le violeur ouin. Dans ma tête, je me prenais dans la gueule le Polanski suivi par le 8 mars, alors qu'il y avait un an. Non, il y avait quoi? Mais il y a aussi un truc qui nous a volé l'actu, qui m'a saoulé. Ah bah non, c'était le coronavirus. Je savais pourquoi on parle pas de la manif. Ah oui, parce qu'il y a donc un virus tueur qui est en train de devenir une pandémie mondiale, donc bon, fatalement. Et en fait, du coup, j'ai eu Iris par Zoom, parce qu'on a fait des interviews sur Zoom pendant le confinement, à peu près un mois après ça. Et elle était vraiment aux premières loges, parce que son livre, Le Female Gaze, je trouve que c'est vraiment la documentation, en fait, de toute cette prise de conscience sur les ressorts que pouvait avoir le cinéma sur nos imaginaires sans qu'on s'en rende vraiment compte. D'ailleurs, elle a écrit un texte dans Sororité qui est magnifique, qui est un texte sur l'amour, en fait. Je trouve qu'elle a tiré la sororité vers la notion d'amour, et c'est hyper beau. Et donc on finit par ce mélange de déception et d'espoir qu'incarne Iris dans cette interview, où elle raconte exactement, en fait, ce qu'on est en train de raconter depuis tout à l'heure, quoi. Cette espèce d'impression que waouh, on a tellement d'outils, on a tellement d'armes d'un coup, on a tellement compris le bordel, quoi, et qu'en même temps on se tape en face quelque chose de très très solide et de parfois décourageant. Et le chemin parcouru de cette interview de octobre 2016 à celle d'avril 2020, ça montre que il y a une révolution qui a bel et bien eu lieu entre les deux, quoi. Tu l'aurais réalisé sans ça, sans devoir se replonger, tu vois, dans les archives de la poudre de 2016. Tu en avais déjà conscience, ou c'est... Du fait que qu'il y avait une révolution qui avait eu lieu, oui, carrément. Je l'ai quand même bien vécu dans ma chair, pas mal documenté. Et puis moi, c'est vrai que je suis journaliste. Je m'octroie rarement le luxe ou le calvaire au choix de m'arracher du monde comme le fait Chloé pour écrire quelque chose de fictif. Je suis quand même toujours dans l'actu et toujours en train de produire des questions, des textes et d'interviewer des gens pour éclairer tout ça. Donc oui, je l'ai quand même vécu aux premières loges. Mais c'est vrai que ça m'a ému de les voir côte à côte, ces textes. Ouais. Ça m'a ému de voir ces paroles se succéder et ce maillon, ce chaînage se faire d'une femme à l'autre pour en arriver là où on est aujourd'hui. Merci. On va s'arrêter là pour cette première partie. Merci à vous. Alors donc, je lis le texte d'Iris Bray dans le livre Sororité, coordonné par Chloé Delhomme. Ça s'appelle Nos mains nues. Paris, 1994. Ce geste-là, je ne l'ai quasiment pas vu. La main d'une femme rencontrant celle d'une autre. Je creuse ma mémoire. Les femmes prenaient rarement soin les unes des autres, ni autour de moi, ni sur le petit écran. Je me souviens à 10 ans du feuilleton Océane, lorsque l'héroïne découvrait l'existence de sa petite sœur Mera. Ce prénom de sœur gravé dans ma mémoire parce qu'avec la mienne, nous avons passé des heures à s'attraper la main sous l'eau pour reproduire ce geste de fiction, pour jouer à Océane. Des années plus tard, j'ai tenu maintes fois sa main pour la retenir de disparaître, dans chaque situation frontalière, dans les espaces limitrophes, dans ceux où les basculements s'opèrent, à l'hôpital, dans un aéroport, allongé sur l'asphalte, flottant à la surface de la mer, je glissais ma main contre la sienne. Sa main chaude et détendue se laissait faire, j'avais l'impression de retrouver son corps d'enfant, un corps pas encore abîmé. New York 2012. On se tient la main quand on marche dans la rue. Je nous revois, 2 longues tours déambulant dans Manhattan. L'échange tactile mène à une capacité d'agir. Tendre la main vers une autre, c'est la mener vers soi, la tirer de ce qui l'englue, de ce qui peut-être même la tue, pour aller ensemble vers le mouvement. Dans notre sous-location, on apercevait le trou laissé après l'effondrement du World Trade Center. Nous habitions au 13e étage. Je dis habiter et pas vivre, car je devais régulièrement chercher son pouls juste sous sa main pour vérifier qu'elle n'avait pas encore disparu. Comment ne pas être entraîné dans une chute quand on tient la main de celle qui tombe? Il faudra que le saut du 13e étage devienne un envol.
Paris, 2019. Aucune femme n'était là pour me tenir la main quand j'accouchais. Je me disais que ce dispositif était complètement abscon. Ces femmes devant mon sexe et moi allongés sur mon dos. Il me paraissait évident que j'aurais dû être accroupie avec une femme en face de moi, paume contre paume. Des mains pour soutenir, pour résister, pour pousser, pour aider après à se relever. Personne ne m'avait dit que je ne pourrais pas marcher droite après l'accouchement, que j'allais devoir apprendre à nouveau à faire des pas, à retrouver une posture verticale, et qu'il n'y aurait personne en face pour me rattraper quand je m'effondrerais. Mon enfant est sorti de mon bassin depuis plusieurs mois quand je cherche des films qui représentent l'accouchement. Je tombe sur le documentaire de Yann Le Maçon de 1980. Regarde, elle a les yeux grands ouverts. On y voit des femmes qui s'occupent les unes des autres et qui partagent leur savoir du corps féminin. Les femmes qui avortent ont la main tenue. Je n'ai jamais vu de plus belle représentation de la sororité que dans les scènes d'avortement. On voit le petit clin d'œil. Paris 2020. Never Really Sometimes Always d'Elisa Hittman sort alors qu'une de mes amies vient de faire une fausse couche. Elle ne peut pas voir le film avec moi, c'est encore trop tôt, me dit-elle. L'état de nos corps pétris par l'empreinte des violences, de nos cycles, de nos avortements, de nos fausses couches, de notre utérus vide ou plein nous dicte ce qu'on est prête à recevoir. Les résidus de nos expériences physiques teintent la réception des images. De cela, on parle trop peu. Je vois le film seul dans un cinéma à Gambetta. Skyler accompagne sa cousine Autumn à New York pendant 48 heures, le temps d'avorter dans un état où c'est légalement permis à 18 ans. Autumn attrape la main de Skyler pendant que cette dernière se force à embrasser un garçon en espérant qu'il leur donnera assez d'argent pour qu'elle puisse rentrer en Pennsylvanie. Autumn, accolée derrière une colonne dans la station de bus Port Authority, fait glisser sa main le long de cette sphère pour chercher les doigts de celle qui se sacrifie de l'autre côté. D'un côté, une jeune fille qui vend son corps à un homme, de l'autre, un échange entre femmes qui n'a pas de prix. Elles ne peuvent pas se regarder, mais elles se voient. La main remplace l'œil. Je continue ou pas? Ouais. Bah oui. Tu veux jusqu'au bout, d'accord. Bah enfin. Non mais je sais pas. T'es habituée à faire des lectures? Oui, c'est mon métier. Toi, c'est interviewer plein de gens et poser plein de questions et obtenir du savoir. Moi, c'est faire l'andouille. Arrête, n'importe quoi. Je continue alors. Okay. Paris 2015. Je disparais après l'avortement d'une amie. Son choix m'avait brûlé d'une manière que j'ai encore du mal à comprendre. Je ne savais pas où je me situais dans mon désir d'enfant. 1 an après, elle a eu un enfant. Je n'arrive toujours pas à lui parler. J'ai retrouvé ma langue en tombant enceinte. Pourtant, je ne savais toujours pas où se situait mon désir d'enfant. J'ai appris la sororité en plusieurs temps, en plusieurs rencontres, tardivement. Celles qui nous tendent la main ne sont pas toujours celles qu'on imagine. Parfois, nous avons besoin de prendre le large, se laissant engloutir par les profondeurs, le temps de reprendre son souffle. Je pense à l'image du corps corseté d'Ada dans la leçon de piano de Jane Campion, qui plonge sous l'eau, emporté par la corde autour de son pied, de ce corps avalé par la mer, qui reste immobile quelques instants, avant de retourner vers la vie. Paris, 2020. Je projette cet extrait sur l'eau d'une piscine pendant la préparation de mon documentaire sur le regard féminin. Je ne sais pas toujours à quoi tient une émotion au cinéma, mais dès que la musique arrive pendant cette séquence, dès que le corps de l'héroïne bascule par-dessus bord, je sens mon corps entier se mobiliser. Je n'ai qu'une envie, c'est de lui tendre la main. Et en créant cette projection, en revivant cette émotion, en superposant la pellicule contre la peau de l'eau turquoise de la piscine, la voix de Campion réverbère. La musique du film résonne dans cette piscine fermée, l'écho du silence de la mer résonne avec ma solitude. Je relève la tête pour reprendre mon souffle et je vois toute mon équipe autour de moi, toutes ces femmes qui mobilisent leurs muscles, leur corps et esprit pour que ma vision puisse éclore. C'est donc ça, la sororité. Mon cœur brisé me l'avait presque fait oublier. Vientiane, 2018. Je vois pour la première fois s'afficher les lettres calligraphiées à l'encre qui forment les mots « The Portrait of a Lady » sur le majeur d'une main de femme. Jane Campion inscrit le titre de son film sur un doigt au lieu d'un écran noir. Sa caméra longe la paume ouverte et offerte. Une main tendue. Mais vers quoi ? Malgré le titre au singulier de cette adaptation du livre d'Henry James, le film s'ouvre sur une multitude de femmes, une galerie de portraits.
La caméra déambule parmi ces corps. Des femmes allongées dans l'herbe, certaines dansent, d'autres fixent la caméra. Une paume tendue vers ces corps d'inconnus, vers la notion de sororité. Jane Campion crée une filiation sororale parmi ses héroïnes de fiction au sein du même film, mais elle la tisse aussi entre les œuvres. Elle lie ses héroïnes d'une main à une autre. Cette main du titre rappelle celle d'Ada de la leçon de piano, à laquelle il manquait des doigts, tranchés par un mari qui ne supportait pas le surgissement de son désir. Cet index calligraphié comme pour réparer la main d'une héroïne du passé. Une main tendue vers nos fantômes, vers nos mortes, qui n'ont pas réussi à attraper une main à temps. Une main sur laquelle on peut calligraphier le titre de son film, comme pour rappeler qu'il faut s'écrire pour pouvoir se raconter, qu'il faut mobiliser son corps pour avoir accès aux mots. Paris, décembre 2020. Je pense à celles qui me donnent accès à la langue, à celles qui m'encouragent à écrire, à celles qui me nourrissent de leurs pensées, celles que je connais grâce aux livres et celles que je connais intimement. Je pense au moment où je laisse leur corps venir contre le mien. Je pense à la sensation de leurs embrassades. Je pense à celles qui m'ont récemment retenue. Je pense à leurs mains. Ce geste si simple, tendre la main, se chargeant d'une dimension politique et poétique lorsque le contact se fait entre deux corps féminins. Et puis, je pense à ses mains, à elle, ses longues mains douces et nerveuses. Je pense au frôlement du dos de sa main cherchant la mienne pendant une exposition. Je pense à la chaleur qui se dégageait de ses paumes posées sur mon ventre arrondi. Je pense à la pulpe de son doigt qui me donnait de l'électricité quand elle se posait sur mes lèvres, à ses doigts bagués approchant une cigarette de sa bouche, à ses doigts nus en moi. Je pense à elle qui m'assure qu'elle prendra soin de moi, même si elle est loin. Je pense à elle qui me dit que le plus grand amour, c'est l'amitié. J'attends alors le jour où elle glissera à nouveau sa main dans la mienne. Putain, c'est beau. Hein, c'est bien. C'est un roman que je mets du temps à faire parce que j'ai mes scénarios de créatures. Et en fait, il met en scène deux personnages, un nouveau qui s'appelle Iris, et j'ai demandé l'autorisation à Iris Bray d'utiliser le prénom parce que c'est en faisant le collectif et de voir ce prénom dans les épreuves, tout ça, je me suis dit quand même ce prénom est très très joli et j'aime bien quand j'ai les persos avoir un prénom auquel je suis attachée. Iris, et nous avons Clotilde Mélis qui fait son grand retour. Pour ceux qui connaissent un peu mon boulot, c'est un personnage que je me trimballe depuis 2004 et qui est une autrice expérimentale des zinzins qui a écrit Le Vagissement du minuteur ou Les prophétesses de la N12. Enfin, c'est une déclinaison parodique de mon boulot et c'est un peu mon âme noire. C'est les questions que je me pose qui sont disons que elles sont pas en forme, voilà. Elles sont pas en forme. J'ai pas le titre parce qu'au début, j'étais partie que sur Iris qui est avec, vous allez voir tout de suite avec des problèmes de, comment dire. Ce sont deux femmes de mon âge, donc moi j'ai 48, je crois que je crois que je leur ai donné mon âge, qui sont à se prendre la révolution violette. Mais en voyant les conséquences que ça a dans leur vie quotidienne et c'est pas toujours si facile, c'est-à-dire que vous allez voir parce que de toute façon j'écris parce que je peux pas faire autrement. Sinon j'explique tout pourri. Alors j'ai pas le titre. Je n'ai pas le titre. Éventuellement ce premier chapitre pourrait s'appeler On se lève, on se casse, mais on va où? Vu la réaction, je vais le garder, Gabriella. Alors, et j'ai une voix de canard parce que j'ai une rhinite qui ne me quitte plus. Iris ne supporte plus les hommes. Et quand elle dit les hommes, il faut surtout entendre les hétérosexuels. Néanmoins, pas seulement, particulièrement depuis le MeToo gay. Jusque-là, elle pensait que la violence masculine ne s'exerçait que sur les femmes, et bien sûr les enfants. Ces récits de rendez-vous qui se changent en cauchemar, pénétration forcée et fin en PLS, ça l'a complètement retourné. Depuis, dans son cerveau,
c'est plus rangé pareil. Le dossier culture du viol se trouve en haut de la pile. Ça a une incidence sur sa vie quotidienne. Elle ne sait plus où regarder pour ne pas être en colère. Espace public, privé, intime, partout la voile, les mains des hommes, saturation tympan, captation façonnage des désirs et imaginaires. Le monde leur appartient, comme les corps qui s'y trouvent. Des agressions sexuelles et des féminicides, des injonctions toxiques, un règne systémique. Quand elles traversent la ville, certains pissent en pleine rue. Sur les bancs, les banquettes, ils écartent bras et cuisses, des putains d'animaux qui marquent leur territoire. De plus en plus souvent, elles s'imaginent armées d'un grand fusil de chasse et sourient à l'idée de leur tirer dans les couilles. Ensuite, elle se rend compte qu'elle yoyote un chouïa et tente de dire adieu à ses pensées morbides. C'est pas toujours facile. Iris ne supporte plus les hommes dans leur globalité, sachant pourtant combien c'est mal, très mal, de généraliser. La pensée se fait craie, l'esprit tombe des falaises. Mais elle est trop poreuse aux embruns du moment. Elle observe la 4e vague féministe libérer la parole. Et cette parole, en déferlante, impose à tous ce même réel. Prédation et domination, l'impunité sociale, l'ombilique culturel. Elle ne peut plus aimer les hommes. C'est beaucoup trop lui en demander. Iris a jusqu'à 48 ans et épuisé le champ des possibles. Elle n'éprouve pas d'attirance sexuelle pour les femmes. Elle sait que ça ne sert à rien de le nier. Ce serait pourtant la solution. La seule pour éviter le suicide sentimental, car c'est bien là que ça va l'amener. Iris le sent et s'interroge. La misandrie est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuelle? La misandrie n'est pas exactement l'inverse de la misogynie. La misandrie, c'est politique. La misandrie, c'est systémique. La haine de la phallocratie, de ses incarnations. Pas le mépris a priori de tout humain doté d'une bite, le dictionnaire devrait être mis à jour. Iris n'est pas essentialiste, elle sait le problème culturel. Leur monde leur appartient, le monde leur appartient, comme les images qu'ils créent. Iris voudrait s'extraire de la chaîne alimentaire, mais ses pulsions libidinales, elle ne peut pas les modifier. Misandre et hétéra, deux données antipodes qui écarissent chaque jour davantage son esprit. Le féminisme radical est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel? Comment ne pas se dire je couche avec l'ennemi et se projeter tondu à la libération? Iris tient beaucoup à ses cheveux. Il lui coûte une fortune, coiffeur et produits de soins. Une révolution de mœurs ne fait pas couler de sang, mais reste néanmoins une révolution. Iris se demande du coup si la 4e vague doit compter ses martyrs, et quel est le profil socio-psychologique de celles qui tomberont, dommages collatéraux. Lutter contre le patriarcat implique de sacrifier certains désirs intimes. Relationner ventricule n'est peut-être dans son cas plus à l'ordre du jour. Iris ne trouve pas ça très gai, mais après tout le bonheur ne l'est pas non plus. Iris est face à un problème. Un mur se dresse, infranchissable, indestructible, briques de marbre et béton armé. C'est sûr que ce serait plus simple de toutes devenir lesbiennes. Sauf qu'on ne choisit pas. On n'entre pas en lesbiennat comme d'autres dans les ordres. La désertion des hétéras vers le royaume des guerrières impliquerait que Goudouland soit l'armée du salut, ce qui finit quand même par être très insultant. Iris a une amie que ça agace beaucoup. Une amie qui ne cesse de faire la connaissance de filles lassées des hommes sur les applications de rencontres, de filles lassées des hommes qui la prennent pour cobaye, interface bêta-test, afin de tenter l'expérience menant à la validation de leur choix de vie théorique. Ça ne se passe pas toujours si bien, et ensuite, souvent, elle la ghoste. Iris sait qu'elle n'est pas lesbienne. Elle a cru l'être durant 13 mois, pendant qu'elle était le trophée de chasse d'une prédatrice à tête de faon, qui l'a plantée soudain juste à l'orée du bois pour une proie sexuellement plus audacieuse, après l'avoir, cela va de soi, tropée à clito rabattu. 13 mois. C'était il y a 12 ans. Pour Iris, vu la durée de ses cycles existentiels, 12 ans, c'est une éternité. Les hommes l'indisposaient bien moins. Pour autant, elle était soulagée et heureuse de passer de l'autre côté, de rester entre femmes, de ne plus avoir à subir les travers inhérents à toute relation de couple avec un couillidé.
Iris n'a pas d'enfant, mais elle connaît quand même le poids de la charge mentale. Elle s'est presque toujours retrouvée en train de faire la boniche. Elle se l'est avouée tardivement, trouvant pour chaque conjoint son lot d'excuses, d'autant que tous étaient gauchistes, voire parfois révolutionnaires. Iris se croyait préservée pour raisons idéologiques, l'égalité femmes-hommes, ses chéris étaient pour. En vérité, elle compensait son infériorité économique par la gestion du domestique, en culpabilisant tellement de rentrer si peu de fric qu'elle faisait spontanément des tas de gigots de 7 heures. Iris est scénariste et réalisatrice. Maintenant, elle s'en sort bien, mais durant des années, financièrement, elle n'était pas autonome. Depuis qu'elle est célibataire, elle ne touche plus à une casserole et passe très peu l'aspirateur. Elle n'utilise que le micro-ondes et n'invite plus personne chez elle, tant l'état des sols est une honte. Iris n'a pas d'enfant, mais elle a eu des hommes, plein d'hommes dans sa vie et ses nuits. Iris est ce qu'on appelle dans le langage courant une grande amoureuse. Tout du moins, elle l'était. Iris n'est pas certaine que ça puisse continuer. On parle beaucoup de la charge mentale, mais on oublie toujours l'enclume que représente la charge divan. Chaque jour que Lilith épargne, ça commence dès le réveil. Le café n'est pas bu, mais déjà l'homme s'étale et requiert l'attention. J'ai super mal dormi, j'ai rêvé que je ratais le bus avec toutes mes valises dedans, c'était vraiment hyper bizarre, du coup je prenais le métro et là il y avait ma mère qui tenait un chien en laisse, c'était un caniche-nain un peu comme Roudoudou, il se mettait à me parler en espèce d'espagnol, j'ai un de ces mal de crâne, je comprends pas du tout ce que ça peut vouloir dire, surtout que je me déplace vraiment plus qu'en scooter. À ton avis mon cœur, toi t'as bien une idée? Iris y a eu droit, quel que soit le partenaire. La tranquillité psychique est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel? Iris se pose sérieusement la question. L'empathie est le sens de la psychologie, ce genre de compétences. Iris n'a plus envie de se les faire extorquer. Il y a des gens formés pour ça qu'il faut parfois payer très cher. Et même la Sécu s'en mêle, c'est un véritable travail, même s'il est bien en amateur. Surtout avant le premier café. La séance achevée, l'esprit en sort exsangue. Iris après ne peut plus penser, ni analyser ses propres problèmes de transport en commun nocturne. Ses souvenirs oniriques se sont évaporés. L'entretien de son équilibre psychique est-il compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel? Comment être attentive à soi lorsqu'on est envahi par l'autre, sans avoir bu son expresso? La charge divan, Iris ne veut plus se la fader. Sans compter que la charge divan implique aussi la maïotique, soit l'accouchement live de chéri, hyper tendu et incapable d'identifier ce qui l'angoisse précisément, voire infoutu d'être conscient qu'il est présentement stressé, et si stressant que même le chat en a le poil tout hérissé. Il faut bien dissiper les tensions dans la pièce, cette électricité, ce plafond bas et lourd. T'as quoi, lapin? Je sais pas. C'est quoi le problème, chouchou? Je t'ai dit, j'en sais rien. Iris, par choix, n'a pas d'enfant, mais régulièrement est sage-femme. Qu'ils se reconnaissent si mal et qu'ils soient incapables de vouloir lire en eux-mêmes, Iris a la fatigue, au point de faire une croix sur toute vie affective. Iris n'est pas sexuellement excitée par les femmes, elle se connaît assez et n'a aucune envie de retenter l'expérience. Parfois elle se demande, peut-être que c'est au fond parce que je m'aime pas assez. Son corps de femme à elle, son sexe de femme à elle n'y trouve aucun érotisme. Les seins presque pareils, alors évidemment, elle se pose la question. Le problème, c'est que maintenant, elle ne supporte plus du tout de voir jouir un homme. Tant ce monde est à son sens un gangbang permanent. Espace public, privé, intime, elle ne veut plus y participer. Sensation que les trottoirs sont tous gluants de sperme. Elle n'a trouvé que le célibat comme forme de vie cohérente. Le célibat et l'abstinence. Ça fait bientôt 4 ans maintenant. Iris a, elle le pense, précédemment tout essayé en termes de type relationnel. Le mari, le petit ami, l'amant, le sex-friend, le plan régulier, le plan occasionnel, le parfait inconnu. Et toutes les formes de couple aussi, en portant la culotte et souvent le tablier, sans oublier les cornes. Elle a déjà tout vu et voudrait inventer, mais tout lui paraît vain et elle n'a plus d'idée. La chair est tellement lasse, il ne lui reste que les livres. Iris, ce soir, discute avec Clotilde Mélis.
une amie écrivaine de son âge, qu'elle a connue il y a 10 ans à Rome, à la Villa Médicis, où elles ont décroché le Graal d'une résidence. Clotilde y était acceptée pour élaborer un oratorio sur Messaline, avec des musiciens de l'IRCAM qui les rejoignaient régulièrement. Iris pour écrire un scénario sur un nouveau Néron déclencheur d'incendie. Elles ont passé 1 an ensemble, surtout ensemble, les autres pensionnaires s'avérant rapidement ne pas présenter des pathologies mentales compatibles. Au final, Clotilde a écrit une performance chorale mêlant magie et politique, intitulée Ainsi tombera le patriarcat, après s'être engueulée avec ses musiciens, surtout avec celui qui venait de la sauter. Le texte relevait de la sorcellerie. Derrière la poésie se camouflait une invocation aux déesses en alexandrin, porteuse d'un sort si puissant, incrusté de formules magiques traduites de langue ancienne si morte et exotique, que Clotilde a évidemment commis quelques erreurs de traduction. Du coup, au lieu de provoquer la simultanée crise cardiaque des hommes détenant le pouvoir et des institutions nationales et des entreprises privées du pays, ainsi que l'autocombustion des conjoints violents, la nécrose du phallus du moindre Français ayant usé d'un comportement sexuellement agressif, la fonte de la langue de toute bouche proférant une parole misogyne, Clotilde a lancé le compte à rebours de l'avenue du Covid, sans du tout le faire exprès. D'ailleurs, elle n'est pas au courant, ce qui explique qu'elle n'éprouve pas de culpabilité et que cette information n'influe pas sur l'histoire en train de se dérouler. Au sortir de la villa, Iris a quant à elle réalisé un film où plutôt que Néron à Rome, il est question de zombies dans le parc de la Villette en 2080. Elle l'a intitulé Les amants faisandés. 2 zombies amoureux, 2 hommes qui se décomposent davantage à chaque plan, jusqu'à finir en magma de chair fusionnant, leurs os surnageant dans le pu, sur les décombres de la géode. Il va de soi que ce choix n'a pas vraiment aidé à l'avenue de la gloriole au sein de sa carrière. C'était il y a 10 ans, pour Iris et Clotilde, c'est une éternité. En ce moment, les 2 femmes discutent au téléphone. Iris poursuit sa quête, ses interrogations, elle cherche des réponses, sa voix se pose dans les graves, le moment est sérieux. La lutte contre la phallocentrie. La lutte contre la phallocentrie est-elle compatible avec une histoire d'amour hétérosexuel? Clotilde débit et ne s'était pas précédemment posé en ces termes la question. Iris dit à Clotilde qu'elle hésite aujourd'hui à se définir asexuelle, parce que le A rejoint le sigle LGBTQI. Iris ne sait plus comment faire pour sortir du patriarcat et ça lui cause bien du souci. Elle ne peut aller nulle part, il lui faut inventer quelque chose d'inédit. Clotilde propose la mise à mort de ces foutues catégories, se penser personne à personne, désirer un corps, un esprit, un frère d'armes, une âme sœur, Yel quelque part aussi. La terre est ronde, le monde non-binaire. Iris s'emporte. Je sais, merci, que c'est ringard d'être hétéra. Clotilde dit si ça se trouve, il te faut un F2M. Iris répond que pourquoi pas si c'est sûr qu'il fait la vaisselle. Clotilde pense on n'est pas sorti, mais répond j'en connais un tas. Iris soudain se rebiffe, j'ai choisi le célibat. Clotilde se tait un instant, puis aussitôt s'inquiète. Parmi ses amies les plus chères, elle compte une femme atteinte d'épousite aiguë. Ce mal consistant à transformer en dinde obsédée par la bague au doigt n'importe quelle fille pourtant équipée d'un cerveau. Cette dernière agonise de ne pas trouver l'amour. Clotilde dit à Iris que de se refuser à toute histoire d'amour, de s'exiger si seule, de se durcir autant, ce n'est pas plus futé. Iris fait remarquer que la grande différence, c'est qu'elle ne souffre pas. Sur ce, elle marque un point. Clotilde change de sujet. Quelque chose la travaille, elle aussi, en ce moment. Donc là, on va être dans le glauque et la sale ambiance, je vous préviens, sur le souffle magique qu'on vous a donné avec Lorraine au début, on va se descendre d'un cran. Faudra pas m'en vouloir, c'est normal que je me pose des questions. C'est lié à la 4e vague, aux étapes, aux formes, aux outils de cette révolution que Clotilde et Iris désignent par la violette. Une révolution à laquelle elles prennent part de façon très active, si active qu'elles ne peuvent que se prendre des balles perdues.
Clotilde dit « La violette perturbe ta vie privée autant que ta vie sexuelle, mais moi, c'est éthiquement que je ne sais plus où j'habite. » Clotilde explique « Les marques font du purple washing. Les mots-clés de la violette se transforment en tote bag. Les slogans en t-shirt souvent made in China. Une industrie se développe, le féminisme un filon, une manne commerciale, agente spécialisée, starting block marketing, le marché de l'édition se repaît avidement matrimoine thématique, le féminisme fait vendre, il fait vendre des livres, vivre du féminisme est actuellement possible, ça devient un circuit, c'est une économie, les produits culturels qui diffusent la violette. Les ouvrages, les podcasts, les émissions de radio, les contenus médiatiques, les films de fiction et les documentaires. Comment ne pas se réjouir que ça devienne un genre, domaine identifié, secteur en librairie, que ça jaillisse, envahisse et que bientôt ça déborde, déplaçant les pensées et les imaginaires, permettant à chaque femme de modifier son réel, permettant à nous toutes d'opérer le basculement. Clotilde marque un silence, court et embarrassé. Est-ce qu'une révolution au XXIe siècle ne peut se faire sans passer par le jeu capitaliste? Est-ce que le féminisme, pour infiltrer le réel, ne peut qu'être intégré, ingéré, digéré par ce système? La voix de Clotilde se crispe, signe qu'il est temps pour elle de prendre un Lexomil. Elle lâche comme dans un cri « Iris, il arrive que les gains du marché officiel qui soutient la violette se changent en sac Chanel et en appartement digne d'un film français. Je te jure que ça craint. Quelque chose se dilue. Vive sur le féminisme, la démarche, tu comprends, il n'y a plus rien de militant puisqu'il s'agit de marché. Iris sent que Clotilde est au bout du rouleau, alors elle ne dit pas « La question du pouvoir se retrouve inéluctable et parfaitement intacte, quels que soient les acteurs, le territoire, le moment. » Iris ne le dit pas parce qu'elle sait que Clotilde a foi dans un concept qui se veut horizontal. La puissance sororale déjoue la pyramide et se veut neutralisante de toute domination. Iris écoute Clotilde qui confie dans un souffle « Chacune fait ce qu'elle veut. Ne pas attaquer une femme, ne pas juger, accepter, ouvrir toujours les bras, un lien indéfectible, ça devient compliqué. Vraiment très compliqué, ça veut dire accepter de laisser s'épanouir actes, gestes et pensées qui sont à l'opposé de certaines valeurs qu'on a, ancrées au profond de soi. » La voix de Clotilde se brise et son grain s'éparpille. Iris ne sait pas quoi faire, quoi dire en attendant. L'intersectionnalisme et la sororité, le féminisme inclusif, ce que je sacrifie sur l'autel de la cause, moi, ça n'implique pas un manque, un vide comme dans ton cas. Ça ne joue pas dans le désir, les sentiments, l'affect. Ce à quoi je renonce, c'est à être cohérente, dans ma tête, cohérente, éthiquement, moralement. Pour soutenir la violette, j'accueille la confusion. Je négocie, je pactise, avec des positions que je ne partage pas du tout, que parfois je considère comme parfaitement toxiques, assignées à l'ennemi, potentiellement dangereuses, tant elles nous font reculer. Je crois bien que j'arrive présentement à un stade où je ne peux plus gérer. Tu comprends, reprend Clotilde, faire masse contre le patriarcat, être solidaire avec toutes les femmes, car chacune se doit d'être ma sœur en ce moment précis, alors que plein s'engueule devant des mâles ravis à qui s'affile la trique, je commence à fatiguer. Nous serons toujours d'accord sur la cible à abattre, le système à déconstruire, le changement à effectuer. Néanmoins, je me questionne. Comprends-moi, je suis autrice. J'écris d'où concrètement? Je parle de quoi à qui? La violette que l'on vit, celle que je te décris, c'est celle qui se passe en France. Et en France en ce moment, au niveau polémique, c'est devenu si tendu que l'agression entre femmes ne peut être évitée. La faillite et l'échec des modèles successifs, la fin qui se rapproche, la chute, le glissement déjà officiel vers une politique d'extrême droite assumée. La violette se déploie sur un champ de ruines minées. La révolution féministe concorde avec l'agonie de la Ve République. Le règne des LBD, qui crèvent les yeux des pauvres lorsqu'ils se rebellent, le déni des stigmates du temps des colonies qui se fredonnent de concert avec Michel Sardou. Les leaders d'opinion sont des trolls de plateau incitant à la haine,
Le débat public est officiellement orchestré par Cyril Hanouna sur une chaîne de télé appartenant à Vincent Bolloré, tout comme celle où Zemmour a chaque jour sa tribune. Le chaos étant total et l'explosion en cours, tout le monde est aux abois et chacun veut se placer. C'est tellement le bordel, le premier identifié est sûr d'avoir ses chances. Les gens manquent de repères, le peuple de Twitter a besoin en urgence d'hommes qui n'ont pas peur de crier que l'on ne peut plus rien dire et de femmes labellisées puissantes. Clotilde se tait soudain, le temps de déglutir lentement son lexomil. Je prends beaucoup sur moi pour porter la violette, chuchote presque Clotilde, à croire que cet aveu est enrubanné de honte, un sale petit secret. J'ai renoncé à afficher mon antinatalisme. Je ne demande plus aux femmes de cesser de se reproduire, je ne fais même plus de remarques, quand certaines se rendent compte que leurs enfants pour de vrai vont vivre la fin du monde, au point qu'ils en mourront à l'aune d'un soleil vert. Le nihilisme déclaré ne peut être compatible avec un féminisme actif. Le besoin de se reproduire au XXIe siècle, je m'interdis d'y lire une insulte suprême à toute intelligence. Chacune fait comme elle peut pour combler ses carences, simuler que sa vie a un sens. De toute façon, gamin ou non, on finit presque toutes sous antidépresseurs. Clotilde demande à Iris si elle ne la saoule pas trop. Iris répond que non. Évidemment que non, l'une et l'autre traversent une période historique. C'est une révolution à laquelle elles prennent part. Elles sont à des endroits et elles ont des enjeux parfaitement différents. Pour autant, les deux morflent, autant qu'elles en discutent. Clotilde allume une cigarette et confie à Iris ce qui lui pèse le plus. Pour ne pas être perçue comme antisororale, pour ne pas délier les rangs qui se doivent d'être serrés pour un effet bélier, elle réduit au silence ce qui pour elle constitue une grille de lecture du réel qui l'entoure. Un truc très important. Tous les monothéismes pratiqués dans ce pays ont été inventés, déclinés, propagés par le patriarcat. Que la France soit un pays laïque est, Clotilde dit, je le pense, en soi une chance immense, car ici la croyance d'une entité définie masculine, qu'une identité définie masculine soit à l'origine de toute vie, n'est imposée à personne, et aucune femme n'est tenue au port du voile, de la perruque ou du serre-tête. L'homophobie est dans les gènes du patriarcat, comme son besoin de familles nombreuses. Les monothéismes vérolent tout projet de société féministe progressiste. La honte ne peut changer de camp, les privilèges cesser, c'est une question de bon sens. Se soumettre aux stratégies masculinistes ancestrales jusqu'aux confins de son mysticisme, c'est valider chaque jour le règne des mâles alpha, c'est leur faire allégeance, renforcer leur défense au moment où, enfin, certains de leurs bastions sont en train de vaciller. La voix de Clotilde soudain s'emballe de cellophane, comme si elle redoutait que ses propos ne s'abîment, ne se gâtent et pourrissent, une fois repris par des bouches qui ne sécréteront que du fiel. C'est par sororité que je me mords la langue, au sang la langue, tellement au sang. Il m'arrive de me dire que je vais la changer en viande hachée, ma langue, à force de me taire, de ne pas réagir quand je vois des frangines complètement déconnées. L'Apocalypse se déroule au XXIe siècle. Nous vivons à la fin du monde. Les dieux uniques et leur folklore sont les plus vieux outils de domination masculine. Il y a souvent des moments où j'ai envie de glisser # vous me faites chier avec vos religions, vos fables conçues de toutes pièces pour faire de nous des servantes, des ventres à embryons, des dévouées gouvernantes circonscrites au foyer et à l'obéissance. Je soutiens le blasphème comme une arme nécessaire pour tenir à distance des kits de soumission pervers, des assujettissements ritualisés, des mesures manipulatoires. Le problème, Coupiris, c'est que tu crois aux déesses et pratiques la magie. Donc sur ce terrain-là, de toute façon, quoi que tu dises, ta parole est invalidée. Au mieux, ce sera reçu comme un message émis de l'hôpital de jour où t'as tes habitudes. Au pire, on se dira, cette personne est de droite. Voilà. C'était Girls Power. Si ça vous a plu et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé.
J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants ou des livres sur les sorcières ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. À bientôt pour le prochain épisode de Girls Power.